Paris ne serait pas la ville lumière sans ses sublimes monuments, ses colossales avenues, ses magnifiques immeubles. Paris ne serait pas non plus la cité la plus visitée au monde sans son tissu urbain unique. Sa révolution, elle la doit à deux hommes. L'empereur Napoléon III et son bras droit, le préfet Haussmann. Haussmann était vu comme un destructeur. On l'appelait l'Attila alsacien, qui débarquait tel un barbare pour construire cette ville nouvelle et fonctionnelle. C'est le baron qui a métamorphosé la capitale française grâce à des travaux gigantesques entre 1853 et 1870, selon un plan méthodique pour décloisonner la ville. 63 km de voies nouvelles, 40 000 immeubles. Détruire des milliers de bâtiments, en reconstruire de nouveaux, percer de nouvelles artères, est une entreprise absolument fascinante, comparable selon moi à aucune autre. Le Paris haussmannien, ce sont aussi de nouveaux monuments prestigieux, les rois de ces nouvelles artères. Ça indique non seulement une direction, mais en plus ça indique l'étendue de la percée. Ça lui rajoute une espèce de majesté en donnant une idée de sa longueur. L'aménagement de près de 2000 hectares d'espaces verts. La construction de 600 km d'aqueducs et de 380 km d'égouts pour sauver la capitale de son hygiène déplorable. On a une masse humaine fantastique qui va faire un travail qui est un travail colossal. Mais ce chantier a un prix. Des classes défavorisées, souvent contraintes à l'exil. Des ouvriers morts pour embellir Paris. Et donc, c'est des milliers d'ouvriers qui travaillent avec des accidents très graves. Et donc, il y a des chutes, il y a des blessures. Voici l'épopée exceptionnelle et controversée des grands travaux du baron Haussmann. L'histoire du plus grand chantier du 19e siècle. Paris, vue du ciel. Ce sont ces grandes avenues, ces immeubles élégants. Pour que ce spectacle grandiose puisse voir le jour, Haussmann a démoli plus de 20 000 maisons et multiplié par 2 la largeur moyenne des voies parisiennes, qui sont passées de 12 à 24 mètres. Comment imaginer qu'il y a 170 ans, avant Haussmann et Napoléon III, la ville lumière ressemblait à un véritable dédale, à un cloaque. Au milieu du 19e siècle, Paris est encore une ville moyenâgeuse. Avec ses ruelles étroites et ses logements vétustes. On ne pénètre pas dans les maisons tellement ça pue. Tous les hygiénistes le décrivent. Des chambres où dorment 12 personnes, qui ne se changent pas, qui ne se déchaussent pas pour dormir. Et au milieu, une mère qui allaite ses enfants. Des conditions précaires pour une population qui explose, attirée par l'activité économique de la capitale. Un terrain idéal pour la propagation d'un mal alors honni, mortel, le choléra. Ce sont des dizaines de milliers de Parisiens qui meurent, mais les mieux nantis, les plus à l'abri, si vous voulez, en meurent aussi. Ça frappe énormément les esprits de l'époque. Nul ne sait alors d'où vient ni comment se propage le choléra. Seule certitude,
Pour guérir Paris, il faut l'opérer en plein cœur. C'est à Louis-Napoléon Bonaparte que va incomber cette tâche démesurée. Il le sait, Paris, en ce milieu de 19e siècle, souffre d'un cruel retard comparé à Londres et à New York, où il a séjourné. Pour cet homme animé par l'idée de progrès, cela doit changer, et vite. Il avait en tête un programme de grands travaux qui permettrait à la fois d'employer des ouvriers, d'améliorer la qualité de vie de la population, mais aussi de stimuler la croissance économique. Il y a une anecdote extraordinaire. Lorsqu'il se présente à l'élection, il arrive à Paris avec un plan de la ville sous le bras. Et lorsqu'il l'ouvre, apparaissent de grosses lignes de couleurs, des coups de sabre tracés en plein cœur de la ville, comme Zola l'écrira plus tard. Donc, il a vraiment déjà une grande idée en tête. Élu président de la République en 1848, il veut créer un réseau de nouvelles artères larges et lumineuses dans la capitale. À l'image de l'œuvre laissée par son oncle Napoléon Ier, qui a régné entre 1799 et 1815. Entre la place de la Concorde et le Louvre, l'empereur a ouvert le premier tronçon de la rue de Rivoli. Une grande artère rectiligne, longue de 900 mètres. Un puissant ventilateur qui apporte la vie dans Paris. Ces nouvelles voies que Louis-Napoléon Bonaparte imagine devront elles aussi être larges et leurs immeubles respecter un alignement strict. Mais créer ces nouveaux boulevards, ces nouvelles avenues a un prix. Il faudra percer, détruire et reconstruire en plein cœur de la capitale. Pour cela, il faut disposer d'une arme. C'est qu'il faut exproprier et massivement tous les propriétaires des parcelles que recouvre le tracé de cette avenue. Paris va devoir attendre un coup d'État. Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte s'accapare de force les pleins pouvoirs. Quelques mois plus tard, en mars 1852, il fait voter une loi autoritaire. Elle permet d'exproprier des maisons pour cause d'utilité publique, du jamais vu dans l'histoire de Paris. Reste à trouver le candidat idéal pour mener à bien ce chantier colossal. Cet homme clé sera un préfet. Parisien d'origine, il a fait toute sa carrière au service de l'État. Son nom, Georges-Eugène Haussmann. Lorsque Napoléon III le nomme à la tête de la capitale au mois de juin 1853, il a 44 ans et déjà une certaine idée de l'urbanisme. Haussmann a été préfet de Gironde. Il a vécu à Bordeaux. Bordeaux, ce sont des grandes avenues claires où la proportion entre la largeur des voies et la hauteur des immeubles qui l'abordent est harmonieuse. Et c'est avec l'idée que Paris pourrait ressembler à Bordeaux qu'il prend en main la préfecture de la Seine. Mais comment décloisonner au mieux la capitale? Haussmann va s'appuyer sur le plan de la commission Siméon, créée par Napoléon III. Le réseau d'artères qu'elle propose vise à relier les gares entre elles. Paris en dénombre alors 6 qui viennent tout juste d'être construites. À l'image de la gare de l'Est, inaugurée en 1849. Toutes ces gares sont des têtes de ligne, de grandes lignes qui vont vers le nord, vers le sud-est, vers l'est, vers l'ouest. C'est bien de déverser des flots de voyageurs au débarcadère ferroviaire, mais qu'est-ce qu'on fait de ces voyageurs? Et le voyageur qui veut aller plus loin, comment le conduit-on d'une gare à l'autre? La jonction des gares, c'est une des préoccupations majeures de la grande réformation de Paris. Les grands travaux d'Haussmann commencent dès sa prise de poste en juin 1853. Il hérite du prolongement sur 2 km de la rue de Rivoli, amorcé par Napoléon Ier. L'objectif, créer un grand axe est-ouest. D'autre part,
il doit percer un axe nord-sud, le boulevard de Sébastopol, qui fera la jonction avec la gare de l'Est et sera prolongé rive gauche par le boulevard Saint-Michel. Le résultat, une grande croisée qui permettra de distribuer les flux dans l'ensemble de la ville. Ce premier réseau sera la pièce maîtresse du dispositif. Donc on fait des percées dans un tissu urbain qui n'est pas si dense que ça. Il est dense le long des rues, mais derrière, il y a des jardins, il y a des cours. Et c'est en passant justement dans ces arrière-cours, dans ces jardins relativement peu construits, qu'on va pouvoir percer. Ces maisons du vieux Paris, Haussmann veut les remplacer par des immeubles. Ceux que la postérité qualifiera d'haussmanniens. Cela fait alors plusieurs décennies que l'on en construit dans la capitale. Haussmann ne les a donc pas inventés, mais il veut en faire les rois de ces nouvelles artères, les systématiser. Il y a vraiment l'idée que c'est cette répétition très homogène aussi. Non pas uniforme, mais homogène des immeubles qui vient constituer le paysage de la ville moderne haussmannienne. Ces immeubles devront tous être alignés. Si leur style restera libre, le préfet va leur imposer certaines règles. Au rez-de-chaussée, on y trouvera des commerces, surmontés d'un entresol. À l'étage d'immeuble, le deuxième, Haussmann va exiger la présence d'un balcon filant, dont l'existence ne doit rien au hasard. Les immeubles doivent se construire sur la ligne d'alignement et cette platitude, elle est tempérée par ces balcons qui apportent aussi un peu plus de monumentalité architecturale. Ça fait des grandes fenêtres puis descendent jusqu'en bas, comme à l'époque classique, comme dans des châteaux. Le dernier étage sous comble aura lui aussi un balcon. Il vient habiller une autre caractéristique haussmannienne. Le retrait de ce dernier étage par rapport au reste de la façade. L'étage sous comble doit être en retrait de la façade des 4 étages inférieurs, pour une raison très simple, pour créer une oblique qui permettra au soleil de pénétrer le plus profondément possible. L'idée majeure, c'est de faire circuler l'air, largeur des voies, et de faire rentrer la lumière, hauteur des façades. Haussmann devra aller très vite pour faire sortir de terre ces nouveaux immeubles. Car Napoléon III prévoit d'accueillir, 2 ans plus tard, en 1855, un événement majeur, l'Exposition universelle, dont le Nouveau Paris sera le clou du spectacle. Pouvoir accueillir les monarques du monde entier et que leur hôte soit le nouvel empereur de France était d'une importance extraordinaire pour asseoir la légitimité du régime dans son ensemble. Le monde entier vient à Paris, et cela fait partie de l'importance de ce projet. 1853, rue de Rivoli, les centaines d'ouvriers embauchés par la ville travaillent jour et nuit pour percer la rue, mais aussi libérer l'enceinte du Louvre des maisons insalubres qui y ont poussé comme des verrues au fil des siècles. Sur ces chantiers, pas de machines, pas de grues. Le vieux Paris est abattu à coups de pioche. La méthode utilisée par les ouvriers est élémentaire. On commence par le haut, on termine par le bas, à l'ancienne. À bien des égards, la reconstruction de la ville a été faite à la main. En gros, vous aviez besoin de beaucoup d'ouvriers pour démolir. Les démolitions me frappent par la quantité phénoménale de travail manuel impliqué. Mais rappelez-vous, faire appel à une importante force de travail faisait partie de l'objectif. Donc ils ne couraient pas après l'optimisation technologique des sites de construction ou de démolition. Napoléon III est très clair, les grands travaux de Paris doivent aussi profiter aux classes laborieuses. Plus loin, sur le tronçon final de la rue de Rivoli,
Le préfet Haussmann va néanmoins faire face à un obstacle inattendu. Au pied d'un monument médiéval, la Tour Saint-Jacques. C'est une petite butte cachée sous un des quartiers les plus denses du vieux Paris. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il va falloir soit aplanir la rue de Rivoli, soit accepter qu'il y ait un dos d'âne au milieu de cette rue. Problème, le dos d'âne tuerait la perspective voulue par Haussmann. Puis en plus de ça, il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'on se déplace au moyen de la traction animale. Et que pour un animal, il est très très compliqué d'escalader une butte. Et il est encore plus compliqué de la descendre. Parce que l'animal qui descend une butte est poussé par la charge qu'il est censé traîner. Haussmann n'a pas le choix. Pour sauver la percée, il faut aplanir la rue. Mais en réglant ce problème, il en crée un autre. Désormais, c'est tout un quartier qui se retrouve au-dessus du niveau du nouvel axe. Seule solution, le raser et reconstruire. Évidemment, cela conduit à exproprier les parcelles adjacentes, indemniser les propriétaires et tout simplement à démolir et à reconstruire, ce qui n'avait pas été prévu. Ça a provoqué une grosse augmentation du budget. Outre les immeubles à démolir, un socle en maçonnerie est rajouté à la Tour Saint-Jacques, à partir de ses fondations, pour la mettre au niveau de la nouvelle artère. Coût total, 30 millions de francs contre les 18 millions initialement prévus. Réitérer cet incident ailleurs serait désastreux pour les finances de la ville, alors que l'origine du problème semble évidente. Il y a des plans de la ville, mais ces plans ne tiennent pas compte de la topographie. Haussmann va donc faire réaliser une carte ultra précise de la ville grâce à la méthode de la triangulation. Une technique connue depuis l'Antiquité, mais encore jamais utilisée pour cartographier Paris. Les topographes vont travailler par série de 3 points. Ils vont d'abord mesurer au sol la distance qui sépare 2 d'entre eux. Une fois cette distance connue, ils vont prendre de la hauteur pour mesurer les angles qui séparent ces 2 points du 3e. Grâce à un calcul trigonométrique, ils sont ainsi en mesure de déterminer la distance qui les sépare du 3e point et donc de le positionner avec exactitude sur une carte. Deuxième étape, les topographes complètent la triangulation par des mesures de niveau. Une opération simple, réalisée à l'aide de lunettes et de mires graduées. Le résultat, le premier plan de Paris qui permet d'apprécier la ville en 3 dimensions grâce à des indications de niveau reportées en rouge sur le plan d'Haussmann. Il sera son arme pour mener à bien les grands travaux. Il est intéressant de constater qu'à travers ça, Haussmann a développé une méthode qu'on utilise encore aujourd'hui, certes de manière plus développée, mais qui montre que pour ces projets d'urbanisme à grande échelle, il est impératif de faire ce travail de fond d'analyse du terrain et de sa configuration avant de se lancer. Haussmann progresse, mais moins d'1 an après sa prise de fonction, il fait face à un autre problème. L'État ne finance pas toutes les constructions. Il doit donc trouver des promoteurs prêts à mettre la main à la poche pour construire ces nouveaux immeubles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne se bouscule pas au portillon de l'immeuble haussmannien. C'est loin d'être facile. Tout ne se passe pas bien. Avec le recul, on a l'impression que ça devait arriver. Mais en réalité, rien n'était écrit. Nombre de gens vont rester de marbre face à l'histoire qu'on leur raconte, et sans doute à raison au début.
Haussmann va dès lors se tourner vers deux étoiles montantes de la finance française. Les frères Émile et Isaac Pereire. Les frères Pereire sont des personnages fascinants. Ils sont arrivés à Paris pauvre, ils ont mis en place la première ligne de chemin de fer de la région parisienne et à partir de là, ils se sont constitués une véritable fortune. Contrairement aux banques traditionnelles, leur banque, le Crédit Mobilier, est cotée à la Bourse de Paris. Ce qui permet aux frères Pereire d'augmenter considérablement l'argent qu'ils ont à leur disposition. Une manne financière qui leur sert de levier pour négocier avec Haussmann. Les frères Pereire achetaient d'abord un énorme morceau de terrain. Ils s'occupaient ensuite de le développer en y construisant des immeubles à l'aide de l'argent levé en bourse. Enfin, ils les revendaient à des investisseurs. Grâce à l'argent des frères Pereire, ouvriers et échafaudage transforment le cœur de Paris en un gigantesque chantier de construction. Étage après étage, les premiers immeubles de la rue de Rivoli sortent de terre. Les Parisiens les reconnaissent facilement grâce à leur façade obligatoirement bâtie en pierre de taille. La pierre à Paris a une couleur pêche claire, très caractéristique, c'est la pierre calcaire, qui peut venir d'ailleurs des carrières de la région parisienne, pas seulement de Paris, et qui va contribuer beaucoup à donner par sa couleur, tout simplement, cette uniformité à Paris, cette blondeur, on pourrait dire, très caractéristique. Les toits de ces nouveaux immeubles doivent respecter un angle de 45 degrés. Les Parisiens y découvrent l'emploi en masse d'un nouveau matériau qui va faire des toits de Paris une véritable légende, le zinc. Le zinc permet de s'accommoder des angles, permet de s'accommoder du profil des immeubles. C'est un matériau de couverture très efficace, durable, qui là aussi va, en jouant avec le gris, la patine grise que prend le zinc et la blondeur des pierres, qui va donner cet effet de gris et blond tout à fait caractéristique de l'image visuelle du Paris haussmannien. Les travaux de la rue de Rivoli, l'artère capitale du premier réseau qui rendra tout le reste possible, annoncent une métamorphose totale de Paris. Mais à quel prix ? La trace de ce chantier, on la retrouve dans un quartier nouveau de la capitale, à la direction de l'urbanisme de la ville de Paris. Donc là, on est en train de dérouler un plan historique de la percée de la rue de Rivoli. Des archives très rares, parfois signées de la main même du préfet, qui permettent de saisir l'ampleur des sacrifices réalisés au nom de la transformation de la capitale. La percée sur le plan, c'est les gros traits rouges. On voit toutes les parcelles et les maisons qu'il va falloir exproprier. Ici, on a exproprié plusieurs propriétés. On a le nom de l'ensemble des gens. Alors on voit, il y a Monsieur Duval qui est dentiste, il y a Monsieur Rouillon qui est oculiste. Enfin, on retrouve l'ensemble des métiers et des professions des gens qui y habitaient. Ces noms, ce sont autant de destins bouleversés. De bâtiments, de maisons, d'hôtels particuliers sacrifiés au nom de la modernisation de Paris. La ville ancienne, elle est là. La ville moderne, elle vient en façade sur la nouvelle percée. C'est un peu la ville moderne qui se glisse dans les coulisses de la ville ancienne. Il y a cette incroyable juxtaposition entre les nouvelles artères modernes et droites et la ville préexistante qui se trouve juste à côté. Elles sont à 10-15 mètres l'une de l'autre et elles se rejoignent.
En 1855, après 3 ans de chantier et la destruction de plusieurs centaines de maisons, les immeubles de la rue de Rivoli sont enfin sortis de terre, à temps pour l'exposition universelle. Le monde entier découvre une artère qui s'étend désormais sur plus de 3 km, du jamais vu. C'est la succession des immeubles avec leurs balcons filants aux mêmes étages, 2e et 5e, et le retrait sous comble au même étage, le 5e, qui va créer un effet de perspective absolument hallucinant pour l'époque. C'est l'ensemble de l'espace public qui se trouve monumentalisé et l'immeuble, le modeste immeuble d'habitation, devient partie prenante de cette mise en scène, en quelque sorte, de l'espace. Cette rue, les Parisiens se pressent pour la voir, l'arpenter et y circuler. Car elle leur offre bien plus qu'un spectacle. Il faut imaginer l'incrédulité des gens quand la rue de Rivoli a été ouverte pour la première fois. Pouvoir traverser la ville, de la place de la Concorde jusqu'à la place de la Bastille, en seulement quelques minutes, sans s'arrêter, sur une énorme artère, plate et large, c'était juste inconcevable à l'époque. Si les boulevards de Sébastopol et Saint-Michel sont encore en travaux, l'achèvement du premier réseau n'est désormais plus qu'une question de temps. La réussite est d'ores et déjà incontestable pour l'empereur comme pour Haussmann. Et ce n'est qu'un début. En ce milieu d'année 1850, Haussmann a une autre opération en cours. Elle vise à soigner un organe vital pour la capitale. À quelques encablures de la Grande Croisée, l'église Saint-Eustache. C'est à ses pieds que s'est installé depuis le XIIe siècle un véritable capharnaüm alimentaire. Avant, les halles, c'était des tréteaux en bois plus ou moins amovibles, il y avait quelques abris en bois, tout ça dans une crasse insensée. Pour Napoléon III, qui cultive son image de despote soucieux du peuple, il est urgent de les remplacer par une infrastructure fonctionnelle, symbole de modernité. Au début des années 1850, c'est à l'architecte de la ville, Victor Baltard, qu'a été confiée la tâche de les remplacer. En 1852, un premier pavillon de sa création est sorti de terre. Mais avec son architecture imposante en pierre de taille, les Parisiens ont au fait de le surnommer le Fort des Halles. Et Napoléon va comprendre que ce projet ne plaît pas. Il dit, rapporte Haussmann, je veux de vastes parapluies. Il me faut de la transparence. L'élément important. Parapluie. Ces vastes parapluies, Napoléon III en dessine un croquis à Haussmann. Convoqué par le préfet en 1853, Baltard doit livrer un nouveau projet. Et cela en un temps record pour déclencher ce chantier crucial au plus vite. Il y parviendra avec brio. Ces pavillons, hauts de 24 mètres, répondent tous au même modèle. En sous-sol, de vastes caves qui permettent de stocker les aliments ou encore d'affiner les fromages. En surface, des clôtures en briques et en lamelles de persiennes afin de faire circuler l'air. Le verre permet de faire rentrer la lumière, tandis que l'ensemble est soutenu par une structure en fonte et en fer, aussi vaste qu'aérienne. Le métal permet d'abord de remplacer des murs ou des poteaux en pierre relativement épais par un poteau en fonte beaucoup plus mince. Donc de libérer l'espace, donc de libérer la lumière qui va passer à l'intérieur. Et en associant ces poteaux en fonte qui résistent bien à la compression beaucoup mieux qu'un pilier en pierre, en l'associant avec des charpentes en fer
et avec des éléments en verre qu'on sait aussi commencer à produire de manière industrielle, eh bien, on va couvrir de grands espaces avec peu de points d'appui, avec une légèreté, une transparence, qui sont les atouts, avant d'être des atouts visuels ou architecturaux, qui sont des atouts fonctionnels, tout simplement. Grâce au métal, les halles centrales pourront couvrir un espace de 40 000 mètres carrés. Démarré en 1853, ce chantier s'impose rapidement comme le plus important de Paris. Outre les 90 000 mètres cubes de terre fouillée et enlevée, il engloutira 600 tonnes de fonte, 700 tonnes de fer, 18 000 mètres cubes de béton, mais aussi 1 800 000 briques. Sur les 12 pavillons, 8 ont déjà vu le jour en 1857. Les autres seront achevés plus tard. Sous la plume de l'écrivain Émile Zola, les halles deviendront le ventre de Paris. Elles apparurent comme une machine moderne, hors de toute mesure, destinée à la digestion d'un peuple, gigantesque ventre de métal, boulonné, rivé, fait de bois, de verre et de fonte, d'une élégance et d'une puissance de moteur mécanique. Mais pour Haussmann, ces halles centrales posent un autre problème. Et les aliments, les denrées sont acheminés par charroi. Hein. Donc il faut vraiment imaginer un flux entrant, un flux sortant. Et on va insérer les halles dans un nouveau schéma urbain qui va permettre aux halles de jouer un rôle de marché de gros qui va lui-même alimenter d'autres marchés situés ailleurs dans Paris. Symbole du renouveau de Paris, les halles centrales deviendront un mythe. Une légende qui appartient désormais au passé. En 1969, décision est prise de les déménager en périphérie de Paris, à Rungis. Le chef-d'œuvre de métal signé Victor Baltard sera démoli. « 1858. L'hôtel de ville de Paris est en ébullition. Haussmann vient de faire approuver une nouvelle série de travaux dantesques. Rive gauche, il s'apprête à ouvrir plusieurs nouvelles artères majeures. Rive droite, il poursuit le désenclavement des gares et crée de nouveaux nœuds de connexion. Paris étend ses bras. C'est ce qu'on appelle le deuxième réseau. À partir du moment où vous créez cette grande croisée de Paris, vous pouvez, par des voies secondaires, desservir soit des quartiers très densément peuplés, mais qui ne sont pas reliés au centre de la ville, soit créer des quartiers neufs qu'il va falloir brancher au cœur de la ville. Afin de financer ce deuxième réseau, qui va permettre d'intégrer le reste de la ville, Haussmann endette la municipalité à hauteur de 180 millions de francs. Une véritable fortune. Vous prenez un coup financièrement, mais le résultat, c'est que les choses vont changer. Il fait de Paris une ville désirable, ce qui provoque une hausse des prix de l'immobilier. Et cela va générer des ressources qui permettront à la ville de se développer davantage. Car Napoléon III et Haussmann préparent en outre une révolution. L'annexion par Paris du territoire qui sépare la ville de ses fortifications et qui constitue encore sa frontière actuelle. D'un trait de plume, la superficie de la capitale doublera, tandis que sa population va passer de 1 à 1,7 million d'habitants. Avec le deuxième réseau, dont les travaux démarrent en 1858, c'est toute la physionomie de la capitale qui va être bouleversée. Mais comment rendre cette nouvelle ville compréhensible pour les Parisiens? Comment les aider à s'y repérer? La réponse d'Haussmann, les monuments. Vieux ou neufs, ils deviennent des cibles que les nouvelles artères doivent viser.
Le plus emblématique d'entre eux sera l'Opéra de Paris, un colosse de 173 mètres de long sur 125 mètres de large. Ça indique non seulement une direction, mais en plus ça indique l'étendue de la percée. Ça lui rajoute une espèce de majesté en donnant une idée de sa longueur. Les monuments cibles vont devenir l'une des véritables obsessions d'Haussmann. Il lui en faudra partout, même là où c'est impossible. En témoigne le dôme du tribunal de commerce sur l'île de la Cité que Haussmann a fait déplacer sur plan. Haussmann l'a fait précisément décaler sur la droite pour qu'il soit dans l'axe du boulevard Sébastopol et qu'il crée un effet de mire, un effet de cible. Si cela va parfois trop loin, la monumentalisation de l'espace parisien accouchera de véritables prouesses architecturales. À l'image de l'église Saint-Augustin, souvent négligée par les Parisiens. Elle abrite pourtant le plus grand dôme de Paris, 26 mètres de diamètre, qui culmine à près de 80 mètres de hauteur. Des milliers et des milliers de gens passent devant. La plupart d'entre eux pensent qu'elle est bien plus vieille qu'elle ne l'est en réalité, et ils ne regardent pas vraiment comment elle est conçue. Plus qu'une église, Saint-Augustin est une prouesse technique. Œuvre de l'architecte Victor Baltard. Elle doit son existence au prolongement du boulevard Malesherbes. Un boulevard que Haussmann veut diviser en deux branches pour desservir de nouveaux quartiers. Le résultat, une fourche qui va créer un vide. Ça a été vu comme l'occasion de prendre une imperfection pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Si l'idée de la deuxième branche finira par être abandonnée à cause du relief, Haussmann l'ignore et le chantier de l'église est déclenché en 1860. Napoléon III envisagerait même d'en faire sa tombe, un mausolée à sa gloire de Bonaparte. Elle devra donc être monumentale, visible de tout Paris et arborer un dôme. Car qui dit alors mausolée, dit Saint-Pierre de Rome, la basilique, tombeau des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, et son imposant dôme qui la signale aux pèlerins. S'il sait qu'il ne pourra pas faire plus imposant, Victor Baltard sait qu'il ne pourra pas non plus échapper à la comparaison. Seul problème, mais problème de taille, l'angle du boulevard Malesherbes, ce n'est pas le Vatican. Baltard réalise que Haussmann ne lui alloue pour construire ce monument qu'une parcelle étroite et en plus de ça d'une forme très bizarre, une espèce de polygone, comme un bouchon de carafe si vous voulez, si vous en regardez le plan, c'est très étrange. Ce site est horrible. C'est une petite empreinte coincée entre deux voies qui est hautement contraignante pour l'architecte, alors même qu'il avait pour instruction de faire quelque chose d'aussi imposant et visible que possible. Comment rendre ce monument visible? Comment élever ce dôme sur un terrain étroit, sans l'aide de contreforts qui assurerait la stabilité de l'ouvrage? Baltard va répondre à ces enjeux à l'aide d'une architecture unique. Au cœur du dispositif, une gigantesque halle de métal. Au sommet, des arches en acier résistantes à la tension qui déchargent tout le poids de l'ouvrage sur des colonnes en fonte. Un alliage de fer et de carbone particulièrement résistant à la force de compression. Il utilise le métal pour prendre de la hauteur, dégager du volume, des effets de lumière.
et pour créer un espace remarquable. Cette halle en métal, invisible de l'extérieur, s'impose comme la colonne vertébrale de l'ouvrage. Elle permet de créer et de supporter un volume imposant avec très peu de matériaux. Et dans le rôle de la peau de l'édifice, la pierre, qui lui confère un caractère solennel et impérial. Au fond, c'est une espèce de coque de pierre armée à l'intérieur par une structure métallique. L'architecture de pierre ne pourrait pas vivre sans l'architecture métallique. Donc l'église s'effondrerait si elle n'avait pas sa structure métallique, bien sûr. Et on crée une œuvre de génie parce qu'elle est une œuvre mixte, hybride, exploitant au maximum les atouts techniques de son époque. Baltard utilise le même système de colonnes en fonte pour porter l'imposant dôme. Afin de le rendre le plus léger possible, sans perdre en solidité, sa structure sera intégralement réalisée, elle aussi en métal. Contrairement à un dôme maçonné, le dôme de Saint-Augustin ne provoque aucune poussée. Il est structurellement autonome, comme posé sur l'édifice. Initiés en 1860, les travaux de l'église Saint-Augustin s'achèvent après la chute de l'Empire en 1870. Grâce à son dôme de 26 mètres de diamètre, Saint-Augustin domine l'horizon parisien. Tandis que depuis la rue, l'église agit comme un point de repère. C'est-à-dire on aime bien une ville qu'on comprend. Et je pense que Saint-Augustin contribue de manière importante à la compréhension de l'image de la ville. C'est une nouvelle lisibilité de la ville. On comprend comment elle est connectée grâce à ses boulevards, à ses monuments. Vous savez toujours à peu près où vous vous trouvez. Ils réécrivent la ville pour marquer dans l'esprit des promeneurs les aspects symboliques du pouvoir. Si Saint-Augustin ne deviendra jamais le mausolée de Napoléon III, empereur déchu mort en Grande-Bretagne en 1873, l'église s'impose comme l'une des plus belles réussites techniques de Victor Baltard. Parmi ces monuments cibles, l'un d'eux sera à l'origine de la plus imposante réalisation du deuxième réseau, la place de l'Étoile, berceau de l'Arc de Triomphe. Un colosse de 50 mètres de hauteur. Commandé par Napoléon Ier pour célébrer l'immense victoire d'Austerlitz en 1805, il a été achevé en 1836. Depuis le Premier Empire, aucun aménagement, ou presque, n'a été réalisé autour. Il est là, au milieu d'une place sans grandeur. Il est planté presque dans un terrain vague. Et cette place est informe. Bonapartiste convaincu, Haussmann entend offrir à ce chef-d'œuvre de pierre l'écrin qu'il mérite. Haussmann va créer une place à 12 branches, avec 12 avenues rayonnantes. Comme si Paris étendait ses bras. C'était absolument magistral, cette espèce de place gigantesque, complètement inédite à l'époque, à part peut-être Saint-Pierre de Rome. Un monument, 12 cibles. La place de l'Étoile va s'imposer comme la rotule qui structure tous les beaux quartiers de l'ouest parisien. Outre ces 12 avenues, le monument sera mis en valeur par 12 immeubles de seulement 3 étages. Dessinés par l'architecte Hittorf, ils s'inscrivent en retrait pour mieux valoriser l'immense arc de triomphe. Au sol, Haussmann fait planter de nombreux arbres. Ils donneront du volume à cette place monumentale. Jusqu'à l'époque d'Haussmann, la place, c'est un lieu de rencontre. C'est le théâtre de cérémonies, de festivités, c'est le théâtre de la mise en scène du pouvoir.
La place haussmannienne, rien de tout ça. La place haussmannienne, c'est un carrefour, c'est un nœud de communication. On y circule. Mais on y circule, il n'y a rien à voir. À cette ville qui s'étend de plus en plus loin, de plus en plus vite, Haussmann veut donner une unité. Ce sera le rôle avant-gardiste du mobilier urbain, si évident aujourd'hui qu'il en devient invisible. Tout y passe. Des bancs aux réverbères, jusqu'aux grilles du réseau d'arbres qui parsèment désormais la ville. À l'époque, Paris avait un département d'architectes et de designers qui s'occupaient eux-mêmes de la conception. Et cela a eu un impact énorme. De quelque quartier que l'on vienne, d'où que l'on se trouve, ce mobilier urbain était identique. Et le génie d'Haussmann, c'est ça, c'est d'avoir conçu la ville une et indivisible. C'est un ensemble intrinsèque. Une complétude. Mais avant d'achever le deuxième réseau et de se tourner définitivement vers le nouveau Paris, Haussmann a tout de même un dernier compte à régler avec la vieille ville. Entre l'île de la Cité, berceau historique de la capitale, et le préfet, c'est même une affaire personnelle. Elle remonte à ses années d'étudiant, lorsqu'il la traversait quotidiennement pour se rendre à la faculté de droit. Parti le matin du quartier de la chaussée d'Antin, je longeais l'ancien palais de justice, ayant à ma gauche l'amas ignoble qui déshonorait naguère encore la cité. Repère de voleurs et d'assassins qui semblaient braver la police et la cour d'assises. Au cours des années 1860, Haussmann rase la quasi-intégralité de l'île à l'exception de ses monuments. Il en fait un centre administratif, avec sa préfecture de police, son tribunal de commerce, son palais de justice flambant neuf. La surface du parvis de Notre-Dame est multipliée par 6, afin de valoriser le monument en cours de restauration depuis 1844 par l'architecte Viollet-le-Duc. C'est lui qui rend au monument sa flèche de bois et de plomb en 1868. Celle qui sera détruite lors de l'incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019. Un peu plus loin, Haussmann abat tout un quartier afin de reconstruire l'Hôtel-Dieu, hôpital historique du centre de Paris également démoli. Je n'ai jamais pu oublier l'aspect sinistre de ce bout de rivière encaissé entre deux corps d'hôpital, pollué par les déjections de toutes sortes d'une agglomération de 800 malades. Au total, près de 10 000 habitants seront expropriés et expulsés de l'île. Les Parisiens qui avaient accueilli à bras ouverts les grands travaux sont désormais sous le choc. Il était vu comme un destructeur. Son surnom, c'était l'Attila alsacien. Il débarquait tel un barbare, détruisant tout sur son passage, sans aucun sens de l'histoire, pour construire cette ville nouvelle et fonctionnelle. Destructeur pour les uns, modernisateur pour les autres, l'île de la Cité incarne l'aspect le plus controversé des grands travaux de Paris. Si Haussmann construit une ville lumière, les travaux du deuxième réseau ont eux aussi un côté obscur. À l'image de la voûte Richard le Noir, un ouvrage souterrain et interdit au public. Construite entre 1860 et 1862. Elle totalise 1,7 km de longueur qui recouvre le canal Saint-Martin. Elle doit son existence à la percée du boulevard Voltaire, qui relie la place de la République à celle de la Nation et traverse pour cela le canal Saint-Martin. Un canal qui pose problème au préfet Haussmann, soucieux de contrôler les quartiers ouvriers de l'est de la ville. Le canal Saint-Martin coupe Paris de part en part. C'est difficile de le faire traverser par la troupe. Il faudrait passer par des ponts, et les ponts sont très faciles à barricader.
Pour faire passer sa nouvelle artère au-dessus de cette voie d'eau, Haussmann renonce à construire un pont et décide de la recouvrir. Il va créer ainsi de toutes pièces un nouvel axe, le boulevard Richard Lenoir. Le résultat, un point de passage multiple qui permettra à la troupe de circuler facilement dans les quartiers ouvriers de l'Est en cas d'insurrection. Pour cela, les ouvriers vont abaisser de 5 mètres le niveau du canal avant de le recouvrir d'une gigantesque voûte en pierre meulière sur une longueur de 1,7 km. Un ouvrage de génie civil massif qui associe les ouvriers de Paris à leur propre mise sous contrôle. Et donc c'est des milliers d'ouvriers qui travaillent avec des accidents souvent très graves, puisqu'on est à presque 10 mètres au-dessus du radier, c'est-à-dire du fond du canal, de ce que sera le fond du canal. Et donc il y a des chutes, il y a des blessures au moment de la manipulation des pierres et autres. Pour faire de Paris la capitale bourgeoise du baron, les ouvriers paient le prix fort. Les plus pauvres font figure de véritables laissés-pour-compte des grands travaux. En 1868, Émile Zola écrit « Ce n'est pas pour eux qu'on assainit la ville. Chaque nouveau boulevard qu'on perce les rejette en plus grand nombre dans les faubourgs. » Cette réalité, Haussmann l'assume dans une lettre écrite à l'empereur. Il n'est nul besoin que Paris renferme des manufactures et des ateliers. Il faut donc non seulement poursuivre, mais hâter l'accomplissement des grands travaux pour défendre Paris contre l'invasion croissante des ouvriers de la province. L'autre idée, c'est faire rentrer la bourgeoisie. Donc, leur donner un style de vie, un domicile et des aménités dans lesquels ils se sentiront bien. La création du deuxième réseau marque le triomphe de l'immeuble haussmannien qui s'impose partout dans la capitale, en particulier dans les beaux quartiers de l'Ouest. Mais tous ces habitants ne sont pas logés à la même enseigne. Si les bourgeois occupent les étages principaux, les domestiques s'entassent sous les combles, dans les chambres de bonne. Symbole de ce concentré d'inégalités, ces deux escaliers, le principal réservé aux bourgeois et l'escalier de service qu'empruntent les domestiques. La domesticité disparaît de la vue de l'habitant, de l'occupant. C'est-à-dire qu'on évacue toutes les commodités à l'arrière, y compris la circulation des domestiques, qui vont emprunter ces mêmes escaliers dérobés pour monter dans leur chambre. C'est tout le paradoxe du 19e siècle. C'est une époque qui est vouée tout entière au progrès, mais pas pour tous. Tel fut le prix à payer pour faire du Nouveau Paris l'une des plus belles villes du monde. Alors que les 26 km de travaux du deuxième réseau s'achèvent à la fin des années 1860, Haussmann est inarrêtable. Pour achever sa nouvelle ville, il prévoit la création d'un troisième réseau d'artères. Il ne sera achevé qu'en 1926. Et pour que cette nouvelle ville respire, Haussmann va lui donner des poumons. Partout à Paris, des buttes Chaumont au bois de Boulogne, de gigantesques parcs et de nombreux squares vont fleurir pendant le Second Empire. À l'instar de la capitale que Napoléon III a pris en modèle, Londres, des cascades, des lacs artificiels, des jardins fastueux ouverts à tous vont transformer la capitale. Napoléon III a une réelle passion pour les jardins depuis son enfance. Il y a même un témoin de l'époque qui dit que si finalement on n'était pas devenu empereur, il l'aurait bien embauché comme paysagiste. Pour l'empereur, ces espaces verdoyants, comme il les appelle, jouent un rôle crucial dans la ville. Il a une idée très claire en tête, c'est qu'il considère que la multiplication des espaces verts dans une ville est un outil contre la rébellion et contre des comportements déviants.
Haussmann confie la réalisation de ces espaces verdoyants, parcs et squares, à un ingénieur des ponts et chaussées, Adolphe Alphand. C'est lui qui devra superviser à partir de 1864 un chantier hors du commun, à l'orée de la ville. Le plus grand espace vert à l'intérieur des murs de la capitale, le parc des Buttes-Chaumont. 25 hectares d'un univers unique à Paris, qui devront voir le jour sur l'un des sites les plus accidentés et sordides de la capitale. Au Moyen-Âge, il abritait le tristement célèbre gibet de Montfaucon, où les dépouilles des condamnés étaient exhibées. Et depuis, son blason est loin de s'être redoré. Il y avait également la voirie, c'est-à-dire l'un des endroits où on épandait tous les excréments des habitants de Paris. Et la nuit, tous les miséreux de la capitale venaient se réfugier dans les carrières pour y dormir. Et c'est un endroit qui grouillait de rats. Ces carrières infestées de rats rendent le site inconstructible. Haussmann veut néanmoins urbaniser le secteur qui l'entoure. Et il a besoin d'un appât afin d'attirer les promoteurs. Il va donc profiter du lieu pour y aménager un parc hors du commun. L'idée, c'est construire un parc comme on n'en a jamais vu, grâce au fait que c'est un paysage qu'on peut totalement inventer. Parce qu'il n'y a pas de plantation, parce qu'il faut amener la terre végétale, qu'il faut planter. Donc il faut imaginer à 360 degrés une scène. Face à ce relief accidenté, Alphand va faire de nécessité vertu. Il veut créer en plein Paris un véritable petit bout de Suisse, destination alors particulièrement en vogue. Pour cela, Alphand va devoir en stabiliser le sol, le relief, en comblant les carrières avec toutes sortes de matériaux. Le parc des Buttes-Chaumont a une utilité tout à fait particulière dans le chantier haussmannien, c'est qu'il recueille tous les déblais des chantiers. Un travail titanesque réalisé à bras d'homme par plusieurs centaines d'ouvriers aidés par l'installation d'un chemin de fer. Au total, ce sont plus de 1 million de mètres cubes de terre végétale qui vont être acheminés sur ce chantier. Grâce à cette quantité phénoménale de matière, Alphand va pouvoir créer un relief artificiel avec une île centrale et 7 buttes qui donneront leur nom au parc. Mais ce relief peu naturel menace à tout moment de s'effondrer. En face de nous, nous avons la pelouse qui s'appelait la pelouse du glissement. Et pour cause, parce que c'était des effondrements de terrain perpétuels. Ces effondrements pourraient mettre en péril le parc, et avec lui, le développement de tout un quartier. Alphand et ses ingénieurs doivent trouver une solution. Ils vont intégrer au but des éperons en béton, de gigantesques escaliers de plusieurs tonnes qui permettent de tasser et de retenir la terre végétale. Ces éperons font partie des travaux de relief incroyables qui sont faits ici. Et donc derrière cette image de campagne souriante, on a à peu près partout une technique impressionnante. Au Buttes-Chaumont, tout est artificiel, technique. À l'image de cette fausse roche en chaux et en ciment armé qui transparaît encore aujourd'hui. Ou encore de sa cascade de 32 mètres de hauteur créée de toutes pièces pour donner l'illusion d'un paysage authentique. On met en scène la ville moderne, en particulier Paris, qui est la ville capitale du
progrès. Les buttes Chaumont ont nécessité les plus importants travaux de terrassement des parcs de Paris. 3 ans de chantier entre 1864 et 1867. Elle demeure aujourd'hui l'un des espaces verts les plus appréciés des Parisiens. De grandes artères, de l'air, des poumons. Haussmann soigne Paris dans sa totalité, mais il va aussi l'abreuver. Dans l'Yonne, à 150 km de Paris, les grands travaux d'Haussmann dissimulent un vestige rare. Un ouvrage souterrain, construit au début des années 1870, est toujours fonctionnel, 150 ans après sa mise en service. Il allait enfin apporter une eau pure aux Parisiens. C'était à une époque où on avait redécouvert qu'en fait les meilleures eaux étaient les eaux de source, c'était les eaux souterraines qui n'avaient pas été polluées par une activité de surface. Donc les eaux, il fallait qu'elles arrivent pures, fraîches et sans matière organique. Cette infrastructure, c'est la source d'Armentières. 500 mètres de galeries souterraines, percées au cœur d'un massif, qui fournissent à la capitale près de 30 000 mètres cubes d'eau par jour, soit près de 10% de l'eau consommée par les Parisiens depuis le 19e siècle. Cette eau enfin accessible, c'est l'une des plus grandes réussites d'Haussmann. Pour l'acheminer à Paris, son ingénieur Eugène Belgrand va déclencher la construction d'un aqueduc colossal long de plus de 150 km. Avec ses machines élévatoires, ses ponts et ses siphons pour franchir des vallées. On a les ingénieurs sur le terrain qui poussent les tracés, qui s'assurent des pentes. Et puis, on a une masse humaine fantastique qui va faire un travail qui est un travail colossal pour pouvoir creuser, construire, échafauder, bâtir ces ouvrages qui sont aujourd'hui complètement pérennes et qu'on lèguera aux générations futures. Le point d'orgue de ce chantier sera la construction du réservoir de Montsouris sur les hauteurs sud de Paris. Avec une surface de 3 hectares, ce colosse dispose d'une capacité maximale d'1 milliard de litres. Il demeure une infrastructure capitale pour Paris et témoigne de la durabilité de la ville construite par le baron Haussmann. À l'image de ces immeubles toujours debout aujourd'hui. Ou encore de ces 380 km d'égouts qui ont permis d'assainir la ville. Efficace et visionnaire, le baron fut autant un destructeur que celui qui a donné à la capitale son identité. Aux yeux du monde entier, les grands travaux d'Haussmann ont fait de Paris la ville lumière, malgré leur côté obscur.